Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Adaptation de l'œuvre de Bram Stoker qui a été publiée en 1897, Dracula version Netflix débute par des extraits du journal de Jonathan Harker, un jeune clerc de notaire qui raconte son voyage en Transylvanie dans le château du comte Dracula pour lequel il avait la mission d'acheter une propriété en Angleterre. Tout le monde connaît Dracula, mais cette adaptation de Mark Gatiss et Steven Moffat essaye de comprendre les pourquoi du mythe du plus grand vampire de l'histoire. Réussite ou boucherie, passons quelques minutes ensemble pour que je vous dise tout sur cette nouvelle série Netflix, sans spoiler d'abord, et ensuite avec tout un tas de spoilers et de références, avec tous les secrets que j'ai pu découvrir pour vous. C'est parti, générique. Commençons donc par la base de l'analyse qui est de poser d'où vient ce conte Dracula et comment se présente l'œuvre de Bram Stoker. Le roman n'était pas la toute première évocation des vampires dans l'histoire de la littérature, mais en tout cas Bram Stoker a réussi à créer une créature qui ne se limite pas à un pauvre clampin au milieu d'une foule de monstres du même genre. Non, il a créé un vrai personnage maléfique à qui finalement on s'attache un petit peu parce qu'il est classe, il est charismatique et surtout il a un pouvoir de séduction assez impressionnant. Contrairement aux vagues de vampires ou de morts-vivants qu'on a pu voir dans la littérature, dans les séries ou au cinéma, l'histoire de Bram Stoker s'attarde donc sur une seule personnalité. Un être damné, un non-mort, qui vit son immortalité comme une malédiction et qui est un des premiers vilains à être le séducteur romantique qui a inspiré une bonne partie de ceux qui ont suivi, comme Anne Rice par exemple avec ses chroniques des vampires. En plus de ça, l'histoire de ce comte Dracula est particulière parce qu'elle ne se limite pas dans les terres éloignées de la Roumanie. Il se déplace et vient chez nous, dans l'Europe occidentale, dans notre société, et devient une menace pour nos foyers et nos proches. Bon d'accord, ça se passe à la toute fin du 19e siècle, mais vous comprenez le principe. C'est pas un mythe local, c'est une menace qui s'approche à l'époque des lecteurs et qui devient donc beaucoup plus concrète. Donc le talent de Stoker a été de personnaliser sa créature et de la rendre presque attachante, mais en plus menaçante. Le comte Dracula est aussi proche et donc encore plus dangereux pour celui qui découvre l'aventure. Les deux patrons de cette adaptation sont des stars en Angleterre parce que Mark Gatiss et Steven Moffat sont ceux qui ont été aux commandes de la série Sherlock tout d'abord ensemble, et d'un autre côté Moffat a tenu la baraque de Doctor Who pendant 12 ans de 2005 à 2017. Donc dites-vous qu'en bon fan de Doctor Who, j'ai reçu la nouvelle de l'adaptation de l'œuvre de Bram Stoker et du film de Coppola qui reste pour moi une des références historiques du cinéma. J'ai donc reçu cette nouvelle comme un bon gros cadeau qui devait au départ arriver aux alentours de Noël, mais qui a finalement pris un petit peu de retard. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette série qui se décompose en 3 épisodes de 90 minutes, chacun à une période différente et via le regard de différents personnages. En fait, j'ai l'impression que ça devient un petit peu un classique, j'ai été partagé, parce qu'il y a du très bon, mais aussi des moments assez étranges et même parfois à la limite du ridicule. Je vais commencer par la mise en scène d'abord. Comme dans Sherlock ou dans certains épisodes de Doctor Who, il n'y a absolument rien à dire parce que les lumières sont impressionnantes. Le contraste exagéré augmente les nuances à l'écran et l'univers est donc très sombre mais en même temps flashy et violent pour les yeux. Ne pensez même pas à regarder cette série dans une pièce éclairée ou en plein jour parce que la plupart des scènes se passent dans un univers sombre et inquiétant. Pas parce que ça permet de faire des économies d'effets spéciaux comme dans pas mal de films en cachant des petits détails ou en assombrissant le tout, mais parce que l'univers de Dracula doit forcément être sombre et inquiétant, et les personnages qui évoluent aux côtés du comte doivent être en permanence en position de fragilité. L'image de la série est donc géniale et chaque épisode a sa propre palette de couleurs, avec le premier qui est criant, très contrasté et toujours sombre parce qu'il se déroule principalement dans des bâtiments isolés et fermés au reste du monde. Le deuxième épisode est lui aussi sombre, mais Damon Thomas, le réalisateur, a choisi d'ajouter une brume permanente aux scènes en extérieur pour bien rendre le huis clos de l'épisode, qui est dirigé un peu à la manière d'un épisode d'Agatha Christie ou de Sherlock Holmes avec une enquête dans un groupe fermé avec un meurtrier qu'on connaît tous mais qui réussit à se dissimuler pendant pratiquement tout l'épisode.
Le troisième est complètement différent des deux autres et Paul McGuigan a ajouté des filtres de couleurs, un bon paquet de scènes en extérieur et c'est 7 épisodes qui regroupent à lui seul tous les défauts de la série, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. En ce qui concerne le jeu d'acteur, il n'y a absolument aucune faiblesse à mon avis sur tout le casting, avec une mention spéciale pour Claes Bang qui interprète le comte Dracula, Dolly Wells qui joue une nonne qui a la mission d'interroger Jonathan Harker d'abord, qui est lui interprété par John Heffernan. Et finalement, je renouvelle mon admiration pour Lydia West, qui interprète Lucy Westenra, qui n'a absolument rien à voir avec la Lucy de Coppola, qui était la meilleure amie de Mina, et qui est ici interprétée par Maury Ford Clark, mais qu'on ne voit presque pas contrairement au Dracula du cinéma. Pour Lydia West, je sais pas si vous la reconnaissez, mais c'était Bethany dans Years and Years, qui reste à mon avis une des plus grosses surprises de cette année 2019 à la télé. Et bien sûr, ça vient encore de la BBC. Elle joue à la perfection dans ce délire temporel et elle renouvelle la performance dans ce rôle de jeune fille complètement détachée du monde qui n'a absolument aucun intérêt pour rien d'autre que son physique et certainement pas pour la mort. En ce qui concerne le scénario, même si c'est principalement Bram Stoker qu'il faut féliciter, Moffat et Gatiss ajoutent quelques petits twists assez sympathiques pour titiller l'attention du spectateur et faire travailler notre curiosité ou notre esprit de déduction. Encore une fois, vous aurez les spécialistes qui, comme dans Sixième Sens, vous diront qu'ils avaient tout grillé dès le début de l'épisode, mais certaines révélations donnent un peu de relief à l'aventure. Et la spécialité de Steven Moffat de créer des intrigues à tiroir sur plusieurs niveaux rend la série presque passionnante, au moins pendant les 2 premiers épisodes. Pour le reste, même si certaines idées sont bonnes dans le 3e épisode, le choix est assez surprenant et surtout totalement hallucinant à la toute fin, qui est complètement bâclé. Et qui m'a vraiment laissé croire que ma télé s'était éteinte, tellement je suis resté sur ma faim après les 2 dernières minutes qui ouvraient des pistes plutôt pas mal, mais tout tombe à l'eau sans aucune explication. J'ai donc été choqué par la dernière scène qui est poétique peut-être, mais il manque une conclusion ou même une dernière phrase à la limite. C'est pas que j'ai pas compris, mais il manque au minimum un mouvement de caméra ou au moins un pauvre petit fondu. On apprendra peut-être dans quelques jours qu'il manquait du budget, qu'un caméraman est mort en filmant la dernière scène, ou qu'ils ont perdu les rushs avant le montage. En tout cas, j'attends une vraie explication parce que je suis choqué et frustré. Déjà que j'aime pas les fins ouvertes, mais là c'est pire, c'est même pas une fin. Bon, maintenant que j'ai présenté la série, les créateurs, les origines, et que je vous ai dit ce que j'en avais pensé globalement, on va pouvoir passer à la partie avec spoiler, et donc si vous n'avez encore rien vu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en cliquant en plus sur la cloche et de me rejoindre sur Twitter ou sur Instagram pour retrouver mon actualité. On va maintenant s'attarder sur les détails, c'est parti pour les spoilers, vous êtes prévenus, on continue. Donc le début du premier épisode marque dès les premières secondes un talent flagrant de mise en scène avec des effets spéciaux impressionnants. Johnny Campbell place la barre très haute avec une signature claire marquée par une palette de couleurs très marquée elle aussi et un contraste poussé au maximum pour amplifier tout ce qu'on ressent à l'écran. Le titre, Les Lois de la Bête, explique clairement à quoi on peut s'attendre. On place les bases de l'histoire, du personnage principal, le comte Dracula, pas Jonathan Harker, tout en restant collé au maximum de Bram Stoker ou à l'adaptation de Coppola. On retrouve quand même les problèmes de la télé de ces dernières années dès les premières scènes, parce que la Mina, ingénue, fragile et innocente du roman ou du film, est ici en même temps amoureuse, mais aussi libertine et bisexuelle. J'ai pas compris ce détail qui n'est même pas exploité dans la suite de l'aventure, mais c'est sans doute un moyen d'introduire le premier easter egg de l'histoire avec la référence bien subtile à Doctor Who. Et plus précisément Clara Oswald quand Mina présente dans sa lettre cette serveuse qui travaille au Rose and Crown. Clara devient la partenaire de Matt Smith dans l'épisode spécial de Noël de Doctor Who en travaillant justement en tant que servante dans une auberge du Rose and Crown. Jonathan Harker, le jeune clerc de notaire qui est beaucoup moins jeune que Keanu Reeves dans le film de Coppola, découvre le manoir déjà terrifiant du comte au fin fond de la campagne roumaine au milieu de la Transylvanie. Là encore, la série colle parfaitement au film de Coppola avec un château isolé, un cocher humain effrayé de s'approcher de la bâtisse et un cocher privé simplement terrifiant qui propose même pas une bouteille d'eau ou un bonbon à la fin de la course. Par contre, la série s'écarte rapidement du film de Coppola ou du livre de Stoker en insistant sur un point précis qui va être développé pendant toute la série, le pourquoi plus que le comment. Pour développer cette idée, Moffat et Gatiss ont décidé d'utiliser le principe de l'interrogatoire de Harker par une nonne, la sœur Agatha Van Helsing, mais ça on l'apprendra plus tard.
Elle reprend les bases du personnage Abraham Van Helsing du roman, qui est introduit bien plus tard et qui est le spécialiste des vampires autoproclamés. Le prénom Agatha est clairement une référence à Agatha Christie par la méthode qu'elle emploie à moitié scientifique et policière d'interroger le pauvre Jonathan Harker, qui est totalement perdu par la possession du comte Dracula. Le seul truc qui m'a choqué au départ de la série, c'est l'accent de Dracula en VO qui donne un résultat assez étrange, en même temps un peu trop et pas assez. Là où Gary Oldman était totalement crédible en vieux comte perdu au fond de la campagne roumaine, Claes Bang n'est pas du tout crédible en vieux vampire de l'Europe de l'Est, mais quand il apprend à parler un anglais parfait par la méthode la plus rapide de l'histoire, il gagne en charisme et en séduction comme le comte Dracula le mérite vraiment. Sa transformation est littéralement expédiée pendant le premier épisode, alors qu'on découvre qu'il se sert en open bar dans les réserves d'hémoglobine de Jonathan Harker. Par contre, contrairement au film de Coppola, j'ai trouvé que le passage dans le château du comte était beaucoup plus travaillé et durait nettement plus longtemps que ce que j'avais pu voir au cinéma. J'avoue ne pas avoir lu le livre et j'aimerais bien que vous me disiez si ce passage est vraiment important dans l'œuvre de Bram Stoker. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les révélations se font par le biais de l'interrogatoire dirigé par Sir Agatha. Comme dans pas mal de films ou de séries d'ailleurs, et principalement Sherlock, ou même dans certains épisodes de Doctor Who, et là je pense clairement à la découverte dramatique de Clara enfermée dans un corps de Dalek. Donc la technique utilisée, c'est de dévoiler les gros caps de l'histoire en interrogeant le personnage, soit en lui faisant avouer la vérité, soit en l'aidant à se rappeler de détails qu'il avait occultés. La tentative de suicide du haut du château, la révélation que Harker est devenu une goule parce qu'il n'a pas été vidé de son sang complètement, mais il est quand même sous son pouvoir. Bref, la méthode est classique pour Moffat, mais elle permet de faire des révélations et de les sortir des tiroirs du cerveau de Harker comme tout un tas de fausses pistes. La technique est bien connue, mais elle fonctionne à la perfection et j'avoue que j'ai vraiment apprécié de découvrir que je m'étais fait avoir à certains moments. Les découvertes faites par Harker dans son enquête au fil des couloirs du château sont assez sympas aussi, et ces fameuses découvertes à propos d'un architecte secret appelé Petruvio. Cet architecte aura son importance au fil de toute l'aventure parce que pendant l'épisode 3, on retrouve la boussole de cet architecte au moment où Dracula est retenu par Zoe Van Helsing. Une boussole qui manipule l'obscurité et la lumière en tournant, c'est une prison que le comte peut quitter à volonté quand on repense aux révélations de la toute fin de la série. Comme le château que Harker aurait pu quitter d'ailleurs. Dracula reste bloqué dans ses peurs et ses idées reçues ou les manipulations qui l'ont transformé en créature damnée. Et comme Dracula, le mythe raconte que l'architecte est mort dans les bras de sa femme alors qu'elle était morte avant lui. De la même manière, Agatha, déjà morte, qui est dans l'esprit de Zoé qui elle-même est condamnée à mort, meurt en même temps que le comte qui se sacrifie en buvant son sang empoisonné pour lui. Et Jonathan découvre petit à petit où se trouvait la femme cachée qui avait écrit ce mystérieux message sur la fenêtre de sa chambre la première nuit. Mais pour la découvrir, il doit s'enfoncer de plus en plus profondément dans le labyrinthe de l'architecte et en même temps, il oublie petit à petit le visage de Mina. Le dialogue avec Agatha permet alors de dévoiler que cette jeune nonne assise à côté d'elle depuis le début était en fait cette fameuse Mina qui s'était déguisée pour assister elle-même aux révélations de son fiancé. Je devais être crédule parce que j'avais même pas fait attention à ce détail et j'avais pas reconnu l'actrice qui interprétait Mina. Donc au fur et à mesure, il oublie Mina parce qu'il s'enfonce dans le labyrinthe mais aussi dans le contrôle mis en place par Dracula qui le tient depuis le début et se sert de lui comme d'un jouet. D'ailleurs, Harker ne se rappellera du visage de sa future femme que quand il est sur la terrasse du château face au soleil et qu'il est prêt à se sacrifier comme l'avait fait Petruvio. L'histoire est belle, c'est assez futé et je trouve tous les parallèles plutôt bien foutus et assez poétiques au final. J'ai été partagé par contre au moment où Harker découvre les créatures sous les ordres de Dracula dans les caves parce que les effets spéciaux sont en général assez cheap et m'ont rappelé certains mauvais moments de Doctor Who avec des déguisements un peu gros et des textures assez pauvres. Mais tout ça est corrigé par les références répétées au maître du genre Christopher Lee dans Le Cauchemar de Dracula en 1958. L'effet kinétoscope d'ailleurs en image par image avec un nombre d'images par seconde diminué ajoute du stress et donne un effet rétro qui redonne de la puissance et ajoute de la tension aux scènes de terreur pour Harker. Tout le comportement de Claes Bang d'ailleurs dans la totalité du premier épisode est de toute façon une claire référence au Dracula de Christopher Lee avec un comportement de séduction toujours sur le fil et une personnalité bien sombre et toujours mystérieuse. De la même manière, le plongeon dans la folie de Harker est magnifiquement interprété par John Heffernan.
Je reviens justement sur la scène sur le toit du château avec une belle image du vampire frustré qui demande à sa future victime à quoi ressemble le soleil. Il se sert de Harker comme d'un organe déporté pour pallier à son handicap. On retrouve aussi le discours philosophique d'un mort-vivant immortel à un mortel pour mettre en perspective la mort et la vie, le tout devant un soleil couchant et du haut du château qui est lui-même une parfaite métaphore de la fin de la vie qu'on regarde du haut de sa dernière minute. Comme la série en général, le discours de Dracula nous fait tourner en rond dans le temps, comme la boussole de l'épisode 3, comme sa relation avec Agatha et Zoé, comme les détails que je vais aborder un peu plus tard à bord du bateau dans le deuxième épisode. C'est d'ailleurs précisément à ce moment que la plupart des révélations sont faites, qu'Agatha s'appelle Van Helsing, que la nonne à côté d'elle était en fait Mina, que Harker est sous le pouvoir du comte Dracula, et même que les peurs dont souffre le vampire prouvent à la sœur l'existence de Dieu lui-même. On découvrira un peu plus tard que c'est pas aussi simple que ça, et que finalement l'histoire reste toujours sur le fil entre science et religion. Autre petite référence bien subtile quand Agatha révèle en apprenant que Dracula veut partir à Londres, qu'elle connaît justement un détective dans la capitale anglaise. En fait, elle fait clairement référence à Sherlock Holmes en parlant de ce détective avec un petit sourire. Et maintenant qu'on sait que Harker a été transformé en ghoul, on retrouve une autre référence à un des vampires les plus connus, à savoir Nosferatu, qui a un visage beaucoup plus pâle et déformé, tout comme Jonathan Harker d'ailleurs. D'ailleurs, Dracula se servira de son serviteur pour retrouver Mina cachée dans le couvent où est mené l'interrogatoire de sœur Agatha. Et là où Harker était face au comte au début de l'épisode, c'est maintenant Agatha qui tient les ficelles en tenant tête à ce monstre terrifiant et en le poussant à bout sans hésiter une seule seconde. On retrouve là le principe du pourquoi et de l'approche scientifique de toute la série à propos du mythe du vampire et des détails qui l'accompagnent. Pourquoi il ne peut pas entrer sans avoir été invité ? Pourquoi il a peur des croix, pourquoi il ne peut pas résister à la vue du sang, et même comment il ressent ses peurs ou ses interdictions. On a l'impression qu'Agatha essaye d'analyser l'esprit du comte plus que de s'en débarrasser. On le verra d'ailleurs à la fin, quand Zoé le retient en cellule et qu'elle analyse son sang alors qu'elle pourrait simplement le faire cramer avec la lumière du soleil. La fin du premier épisode achève les révélations sur la rencontre avec Mina en utilisant le visage de Harker comme masque. Dans le film, Dracula découvrait Mina après l'arrivée de Harker dans son manoir, mais là elle passe clairement au deuxième plan et l'histoire d'amour de Vlad Dracul est complètement écartée avec la mise en avant du comportement du vampire comme gourmet opportuniste face à ses victimes. Le deuxième épisode est centré sur le dialogue d'Agatha, un peu en rappel de l'interrogatoire de Harker. Ils font une partie d'échecs déjà commencée, mais on ne sait pas qui était l'adversaire du comte, ou alors la partie avait déjà débuté entre eux, mais elle ne s'en souvenait pas. En tout cas, Moffat utilise une de ses méthodes pour amener l'histoire du voyage en bateau du comte à bord du Déméter en direction de Londres. Cet épisode se déroule aussi, comme le premier, avec un système de boucles successives, un peu comme si le réalisateur dansait avec le spectateur. On retrouve dans cet épisode la structure des histoires d'Agatha Christie, avec un huis clos qui enferme un groupe de victimes potentielles et un meurtrier qui devra être dévoilé à la toute fin. On retrouve encore une référence placée subtilement avec la cabine numéro 9 qui enfermerait un malade mystérieux. Ce détail fait référence à la série Inside Number 9, qui est une série d'anthologie britannique diffusée depuis 2014 sur la BBC. Les thèmes et le ton de chaque épisode, qui ont comme seul point commun de se situer dans un lieu qui porte le numéro 9, sont variables, mais présentent généralement des éléments d'humour noir, dramatique et horrifique. Le principe est un peu plus connu avec la série d'HBO Room 104, qui reprend exactement le même principe. C'est en tout cas un clin d'œil de Mark Gatiss à ses amis Steve Pemberton et Reece Shearsmith, qui sont à l'origine d'Inside Number 9. Donc un certain nombre de passagers sont regroupés à bord du Déméter via un certain monsieur Belor. On retrouve Lord et Lady Ruthven, qui sont de jeunes mariés accompagnés de leurs domestiques, la grande duchesse de Bavière Valeria d'Habsbourg, qui a bien existé et qui était en fait la fille de l'impératrice Sissi. Le docteur Sharma et sa fille avec un passé bien sombre, le jeune Piotr, qui profite de la mort d'un matelot pour se faire engager, et le capitaine Sokolov, qui est clairement sous le pouvoir du comte Dracula. L'ambiance de huis clos est confirmée par le vampire qui crée autour du navire un nuage de brouillard pour le protéger du soleil, mais aussi pour amplifier le sentiment d'enfermement. Les premiers meurtres commencent rapidement à sortir parce que Dracula cherche en même temps à se nourrir, mais aussi à construire son esprit et le façonner à la mode londonienne de l'époque.
Il apprend les langues en se nourrissant et c'est donc grâce au matelot qu'il se met à jour en allemand pour pouvoir échanger avec la duchesse avant de la vider de son sang. On remarque d'ailleurs qu'il avait déjà consommé sa mère quelques dizaines d'années avant et qu'il boucle le cycle en assassinant la fille. Il la tue également parce qu'elle l'a reconnue et qu'elle pourrait le dévoiler devant tous les autres et qu'elle pourrait donc ruiner aussi son petit plan bien huilé. Histoire de mettre un peu de tension sexuelle dans l'histoire, ce qui manque cruellement d'ailleurs parce que le Dracula de Coppola comportait quelques scènes assez chaudes dans le château d'abord, avec Lucie ensuite, mais aussi un peu plus tard quelques moments de séduction avec Mina, dans les rues de Londres ou même dans le cinéma. Donc la troisième victime est logiquement la jeune ingénue qui ne fait pas long feu et qui agit avec le comte un peu comme un papillon devant une flamme. Elle sait que c'est dangereux, mais elle est tentée d'aller voir ce que ça fait, le résultat est expéditif. On découvre après de nombreuses discussions entre les passagers qu'ils ont bien tous été regroupés sur le même navire par ce mystérieux monsieur Balor. À savoir que Balor est un monstre de la mythologie roumaine, une sorte de dragon à deux têtes qui a la capacité de contrôler la météo et créer un brouillard comme l'a fait le comte Dracula. Balor fait d'ailleurs partie des noms qui existent pour qualifier les vampires et c'est donc logique que le comte utilise Balor comme prête-nom pour faire venir un groupe varié de repas pour son voyage. Il a lui-même fait son petit menu bien pratique pour apprendre des nouvelles langues, se remettre à niveau dans les matières scientifiques ou augmenter encore un peu son capital d'argent en récupérant le pognon du jeune couple de façade. Après la révélation de Dracula au reste des passagers et de l'équipage, on assiste au plus gros de la confrontation entre le monstre et sœur Agatha dans la partie d'échecs qui avait l'air de donner l'avantage à la religieuse, mais qui devient d'un coup assez catastrophique pour elle au moment où elle découvre qu'elle est là pour servir de jouet aux vampires et qu'il s'est déjà nourri à plusieurs reprises sur elle en la tenant à sa merci. On découvre donc que c'est elle qui était cachée dans la cabine numéro 9 depuis le début, en même temps on s'y attendait un peu, et qu'il l'a gardée au chaud un peu comme un dessert à la fin du repas. Il évoque d'ailleurs à ce moment-là le principe du baiser du vampire qui crée une hallucination à la victime au moment où elle se fait mordre par ce même vampire. Dracula peut donc au moment où il se nourrit créer une hallucination pour faire croire à sa proie qu'elle est en sécurité ou qu'elle est en train de vivre un moment sensuel ou romantique. Dans cet épisode, les cycles et les cercles ont aussi leur importance, avec par exemple le cercle créé par Agatha dans les dernières minutes pour protéger les quelques survivants restants avec des pages de la Bible accrochées les unes aux autres pour former une sorte de barrière. C'est apparemment efficace, mais comme au moment du couvent au premier épisode, le vampire profite de la faiblesse d'un des personnages pour arriver à ses fins. Dans le premier épisode, Harker était déjà sous son pouvoir, donc c'était plus facile, mais ici il profite de la frustration d'Anissa en tant qu'amant dissimulé de Lord Ruthven en domestique pour le pousser à bout et tenter sa chance avec son pauvre petit revolver qui n'est même pas équipé de balles en argent. Et je pense même pas que l'argent aurait fait des miracles. On notera quand même qu'Agatha est littéralement capable de relever de ses fonctions un commandant de navire juste parce qu'elle le veut et rien que ça, c'est quand même assez couillu. Elle profite finalement de la confusion du combat final pour le faire brûler en enflammant le rhum qui s'écoulait du tonneau et le comte Dracula réussit à s'en sortir en se jetant par-dessus bord. Il réussit à se cacher en passant simplement de l'autre côté, ce qui est quand même assez ridicule pour ceux qui restaient en vie qui n'avaient même pas pensé à tourner la tête. Mais bon, il faut des astuces scénaristiques donc on va laisser passer ce petit détail, surtout sachant qu'on approche de la grosse faiblesse de la série, à savoir le troisième épisode. À savoir le troisième épisode maudit qui gâche presque totalement l'expérience. Le deuxième épisode se termine de nos jours après que Dracula soit sorti de son cercueil plongé au fond de l'eau. Il se retrouve face à Agatha, ou une descendante d'Agatha, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et on apprend rapidement qu'il est resté sous l'eau pendant 123 ans et on passe donc en 2020. Il profite de sa première balade après s'être évadé d'un groupe de militaires surarmés pour découvrir une maison dans un quartier assez pauvre de la banlieue londonienne et il y découvre tous les gadgets de la vie quotidienne d'aujourd'hui. Il profite d'ailleurs de la télé pour admirer le soleil. Pendant les 123 ans qu'il a passé sous l'eau, Mina Harker en a profité pour créer une fondation destinée à se débarrasser du vampire en étudiant tous les écrits et tous les mythes qu'il concernait. Zoé, la descendante d'Agatha, sait d'ailleurs parfaitement que son sang est un poison pour lui au moment où il se met à la mordre. On découvre le personnage qui sera au centre de l'épisode, il s'agit de Lucy Westenra, qui est interprétée par Lydia West, qui a crevé l'écran dans la série Years and Years, qui est pour moi une des plus grosses surprises de cette année 2019. Le médecin envoyé pour examiner Dracula est un certain John Stewart, qui est visiblement fou amoureux de la belle Lucy,
Et on sait qu'une grande partie du roman de Bram Stoker est basée sur les extraits de son journal à lui. C'est d'ailleurs dans le roman un ancien élève du professeur Van Helsing devenu directeur de la clinique psychiatrique. Il est à peine évoqué ici et si une seconde saison était envisagée, il devrait logiquement prendre une importance beaucoup plus conséquente dans l'aventure. De la même manière, la belle Lucy est en fait Lucy Westenra, qui est dans l'œuvre originale une jeune fille d'une très grande sensibilité, douce, innocente, rêveuse, lunatique, vivace et dotée d'un grand charme. À cela s'ajoute sa finesse et sa force d'esprit. Elle est aussi une aristocrate mondaine, dépensière et aux mœurs légères, dont le physique et la richesse attirent les prétendants. Elle a donc pas peur de dire ses pensées, même si celles-ci sont choquantes, voire indécentes. L'aspect sensuel du personnage est particulièrement développé dans le film de Coppola, où son penchant pour la sexualité va l'entraîner tout droit dans les griffes du conte, en antithèse avec la moralité victorienne. Frank Renfield, qui est justement interprété par Mark Gatiss, fait plus tard son apparition. Il a été en contact avec Dracula via Skype, parce que quelqu'un a laissé le Wi-Fi accessible, et ils ont eu l'idée lumineuse de mettre le mot de passe Dracula. En fait, Renfield, dans le roman, est une victime du comte Dracula. Il est dans ses moments de lucidité, partagé entre sa soumission au comte et son envie de rébellion contre lui. Il est ici l'avocat de Dracula, et il appartient à la même firme que celle de Harker en 1896. Il profite donc des droits de l'homme, si on peut vraiment parler d'homme dans ce cas-là, pour le faire libérer. Là, les faiblesses de l'épisode commencent vraiment à se faire sentir. Une milice qui retient un monstre dans une cellule qui a dû coûter des millions est incapable de rester cachée ou tout simplement d'engager une meute bien efficace d'avocats qui laisserait traîner l'affaire pendant plusieurs années. En tout cas, après avoir discuté avec le comte et avant son départ pour un appart plutôt bien placé, qui ressemble étrangement à celui de Lucifer à Los Angeles, dans la série sur Netflix, Zoé cède à la tentation de boire le sang du vampire pour essayer de vaincre le cancer. D'ailleurs, pour en revenir aux ressemblances, je trouve qu'il y a tout un tas de points communs entre le personnage de Tom Ellis et celui de Claesborg, ou celui d'Agatha et de Chloé, d'ailleurs si on met de côté l'aspect ironique ou comique du personnage issu de DC Comics. Avant de m'enfoncer dans la fosse commune des nombreux défauts de ce troisième épisode, je tiens quand même à relever les 2 points positifs qui en ressortent. D'abord, l'épisode est la logique réponse à toutes les questions qui se sont posées depuis le début de l'aventure et qui n'avaient même pas été évoquées par le roman de Bram Stoker ou le film de Coppola. Dracula est le plus célèbre et le plus puissant des vampires parce que c'est un opportuniste et un vorace stratégique. Là où tous les autres créatures de la nuit se sont coiffrées de tout ce qui passait devant eux, Dracula sélectionnait ses repas pour apprendre une nouvelle langue, pour maîtriser un nouveau domaine ou pour découvrir le comportement d'une société nouvelle dans laquelle il veut s'intégrer. Les autres se sont enfoncés dans l'ignorance et sont devenus des animaux sauvages. Dracula a réussi à maintenir sa part de séduction, son charme et la classe de son statut social. L'épisode répond aussi aux grandes questions que se posait Agatha. Pourquoi il évite le soleil, pourquoi il a peur des croix et pourquoi il ne peut pas pénétrer dans un domicile sans y avoir été invité. Tout ça à cause d'un complexe d'infériorité. Il souffre du syndrome de l'arnaqueur. Il croit qu'il ne mérite pas la lumière, qu'il ne mérite pas la mort du Christ en sacrifice ou qu'il ne peut pas s'intégrer dans un foyer parce qu'il a abandonné sa famille. Il fait partie d'une longue lignée de guerriers qui ont vaincu ou qui sont morts au combat en héros. Il a déserté sur un simple chagrin d'amour. La réponse venait donc de la psychanalyse plus que de la religion. C'est la différence principale avec l'œuvre de Bram Stoker. Maintenant, on en vient aux choses sérieuses. Gatiss et Moffat ont essayé de faire avec Dracula ce qu'ils ont réussi à réaliser avec Sherlock Holmes. Sortir une méga star de son contexte historique pour le coller en plein milieu de notre époque et l'adapter aux notions du 21e siècle. C'était possible avec Sherlock en faisant du personnage un espèce de monk surdoué et extrêmement talentueux et un petit peu autiste pour le garder à l'écart de la société. Mais le problème avec l'empereur des vampires, c'est un peu plus compliqué de le garder planqué dans un pauvre appart aussi grand et beau soit-il. Lucifer intègre parfaitement son personnage dans la société actuelle parce que quand il dévoile qui il est, on le prend pour un excentrique. Dracula n'a ni le recul ni le second degré pour pouvoir le faire. C'est un personnage au tout premier degré qui doit être mystérieux, sombre, sérieux et extrêmement dangereux. Moffat, parce que c'est clairement la signature de celui qui a été poussé du navire Doctor Who par manque d'attractivité, Moffat essaye de s'accrocher à une partie de l'histoire de Bram Stoker en gardant quelques personnages importants toujours vivants, même à notre époque. Alors que Jonathan est mort depuis le premier épisode, que Mina reste comme un fantôme à cause de la fondation qu'elle a créée, on garde quelques personnages qui auraient dû être importants si on avait essayé de les respecter.
Lucy Westenra est censée être la future épouse du comte Dracula. Même si Lydia West réalise encore une fois une performance exceptionnelle, même si le message de la tristesse de l'apparence via les réseaux sociaux est clairement mis en avant, on reste quand même bloqué sur les faiblesses de ce troisième épisode qui promettait de belles choses dans les 10 premières minutes, mais la relation Lucy-Dracula manque totalement de panache ou de crédibilité. Elle le recherche sans jamais en avoir peur, elle tient les rênes alors que Lucy du roman se fait littéralement dévorer l'âme sans jamais maîtriser quoi que ce soit. J'ai vraiment ressenti dans cet épisode une immense frustration pour tout un tas de raisons. D'abord parce que le lien qui se met en place entre Agatha, Zoé et Dracula aurait pu être génial, parce que la transformation de Lucy en monstre à la toute fin avait des ingrédients de Frankenstein, parce que finalement la scène finale aurait pu utiliser tous les ressorts dramatiques et romantiques de la fin funeste de Roméo et Juliette, et parce que la boucle pouvait enfin se fermer par un acte de sacrifice qui aurait pu sauver l'âme du vampire. Mais rien n'est approfondi et tout est bâclé comme si le réalisateur manquait de temps. Et je préfère même pas m'étaler sur les dernières secondes qui se terminent par un simple fond noir sans le moindre mouvement de caméra vers le haut pour montrer l'ascension de l'âme du comte ou même un fondu au noir ou un pauvre vers d'un poème qui aurait habillé la scène. Ok, il s'est sacrifié parce qu'il aimait finalement Agatha et parce que c'était la seule à avoir réussi à le challenger, mais il aurait quand même pu ajouter une petite conclusion à une belle disserte qui avait 2 premiers paragraphes proches de la perfection. Cette saison de Dracula ressemble dans ce sens à Game of Thrones en gâchant le plaisir du spectateur admirateur en lui proposant une fin frustrante et ridiculement bâclée. J'en garde un bon souvenir globalement, mais ça me saoule de garder cet arrière-goût de merde après avoir goûté un plat de chef étoilé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'attends des retours sur ce que j'ai pu améliorer par rapport à mes 2 précédentes tentatives face à la caméra. C'était facile derrière un micro parce que je pouvais couper quand ça me plaisait pas et refaire quand le ton ne collait pas. Donc dites-moi si ça vous a plu et si vous voyez des trucs à améliorer parce que je sais qu'il y en a un paquet. Si vous voulez ne rien rater des vidéos à venir, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir tout un tas d'alertes. Si vous voulez m'aider, vous pouvez aller faire un tour sur ma page Utip et regarder 1 ou 2 pubs pour me faire gagner quelques cents. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir, le lien est dans la description. Si vous êtes d'humeur généreuse, il y a toujours Tipeee pour vous libérer de quelques euros pour m'aider à acheter du matériel ou réaliser mes projets. Comme à chaque fois, venez faire un tour sur Twitter pour retrouver toute l'actualité des séries et de mes jeux vidéo favoris, avec plusieurs news chaque jour, et sur Instagram où je publie l'actualité, des découvertes de séries qui valent le détour ou d'autres délires en tout genre. Normalement, les 2 prochaines vidéos seront mes tops de l'année 2019 et de la décennie parce que tous mes copains l'ont déjà fait sur les autres chaînes. Je vous souhaite une bonne année 2020 et surtout une bonne santé parce que c'est important la santé. En tout cas, comme d'habitude, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.